Salut la jeunesse, j'espère que vous allez bien. Sans surprise, lorsque l'on demande aux Français ce qu'ils feraient s'ils gagnaient au loto, ils répondent majoritairement par l'envie de grands voyages. Et si certains veulent du all-inclusive dans un hôtel avec piscine, beaucoup veulent simplement se retirer loin de ce système dont nous faisons partie mais qui nous broie. Ils sont nombreux ceux qui ressentent l'appel de la forêt, le besoin de paix et de silence, d'introspection que nous offrirait une aventure sauvage dans une nature bienveillante et si belle. Et lorsque nous nous imaginons voyager, le ciel est toujours bleu. Mais ceux d'entre vous qui ont parcouru un tant soit peu le monde savent que parfois la réalité est tout à fait différente, qu'un caillou dans une chaussure peut devenir le plus important de vos problèmes et que le manque de préparation peut ruiner vos rêves. En 1990, un jeune homme issu d'une famille aisée de la côte Est se rend en autostop en Alaska pour y entreprendre une randonnée dans une région inhabitée au nord du Denali, et ce sans prévenir qui que ce soit. Il change de nom, fait don de ses 24 000 $ d'économie à une œuvre humanitaire, abandonne sa voiture et presque tout ce qu'il possède, puis il part vivre une nouvelle vie parcourant l'Amérique du Nord à la recherche d'une expérience pure et transcendante. Bienvenue dans le cas échéant, je vais vous parler d'un super vagabond. Le 12 mai 1990, Christopher McCandless a 22 ans et obtient son diplôme universitaire. Il se considère alors déjà comme un aventurier et c'est un sportif accompli. Son entourage le définit comme très intelligent, sociable, mais également imbu de sa personne, égocentrique et extrêmement têtu. Idéaliste et mu par un désir de liberté totale, Christopher est un transcendentaliste. L'une des croyances fondamentales des transcendantalistes est la bonté inhérente des humains et de la nature. Il croit que la société et ses institutions corrompent la pureté de l'humain et qu'une véritable communauté ne peut être formée qu'à partir d'individus autonomes et indépendants. Dans un premier temps, son histoire fut relatée par Jon Krakauer dans un article publié en janvier 1993 dans le magazine Outside. Mais l'histoire de Chris hantait littéralement l'esprit de Jon. Alors il continua son enquête et finira par écrire l'aventure de Christopher McCandless, alias Alexander Supertramp, dans le livre Into the Wild, Voyage au bout de la solitude. Le très célèbre acteur, réalisateur et scénariste américain Sean Penn adaptera avec beaucoup de fidélité cette histoire en film et en 2008 sortit Into the Wild, l'un de mes films préférés. Christopher est fortement influencé par les écrits de Jack London, Léon Tolstoï et Henri David Thoreau. Ces derniers prônent la condamnation de la société capitaliste, la glorification du monde élémentaire, la défense de la grande masse populaire, la vérité, la justice, la paix et la nature. Chris se considère lui-même comme un disciple de Thoreau, grand défenseur du transcendantalisme, pour qui l'homme est censé vivre en harmonie avec la nature, être autosuffisant et rejeter l'excès de richesse matérielle et la pression sociétale. C'est en les lisant que Christopher développe une philosophie mettant en avant le besoin de vivre à l'état sauvage et de découvrir des significations et des forces intérieures basées entièrement sur ses propres expériences. Dans un journal que tenait Chris pendant son voyage, il avait l'habitude de retranscrire des extraits d'ouvrages de ses auteurs préférés, reflétant ainsi son accord avec ces derniers. Une autre personne influença fortement le jeune Christopher, mais d'une toute autre manière, son père. C'est dans le livre autobiographique de Karine, la sœur de Chris, que l'on découvre qui est réellement leur père. Très violent, alcoolique et particulièrement sadique, Walt fit vivre un enfer aux McCandless. Un jour, alors qu'il avait une fois de plus battu sa femme, cette dernière vint s'écrouler près de Chris et de sa sœur et leur dit « Je suis désolé les enfants, mais quand je suis tombé enceinte de Chris, je me suis retrouvé piégé. » Chris pleura toutes les larmes de son corps à l'idée que sa naissance ait causé tant de malheur. Cet aveu de sa mère le traumatisera à vie. Il était donc un enfant non désiré qui a précipité le mariage de ses parents. Christopher nourrissa une culpabilité terrible. Si toute la famille souffrait, c'était de la faute de sa naissance. Il s'est juré très jeune de quitter ce milieu étouffant dès qu'il le pourrait. Quelques années avant son grand départ, Chris est parti à l'aventure en Californie durant tout un été. Et il y a appris le secret familial. Son père avait une autre famille. Cette seconde révélation finit par détruire le monde de Chris. Pour lui, son enfance n'était que mensonge. À présent que vous connaissez les motivations de Christopher, ainsi que quelques éléments importants à la compréhension du personnage, je vous propose de voyager un petit peu avec lui.
Le road trip de près de 19 000 km de Christopher Johnson McCandless commence en juin 1990 à Atlanta, où juste après avoir fait don de ses 24 000 $ d'économie à la fondation Oxfam, il décolle Paul West dans sa Datsun de 1985. Après un détour par Dallas puis Houston, Chris prend la direction de Detrital Wash. Le 6 juillet 1990, alors qu'il dort dans sa voiture, Chris est surpris par une crue éclair. Il s'en sort sans trop de soucis, mais le moteur de sa voiture est noyé. Il tente de la redémarrer en vain, puis décide de l'abandonner. Il enterre son fusil, brûle ce qui lui reste d'argent, puis s'en va à pied, toujours en direction de l'ouest. La Datsun fut découverte 3 mois plus tard par un botaniste qui en fit don à l'État. Elle sera dès lors utilisée par la police comme voiture banalisée, notamment dans des affaires de drogue. En août 1990, Chris change de nom pour s'appeler Alexander Supertramp. Et après avoir travaillé dans une ferme près du lac Tahoe, il part en direction d'Oric en Californie, quand un couple de hippies, Jane et Bob, le remarque le long de la route. Il lui propose de venir avec eux. Alex accepte et campe avec le couple sur une plage pendant quelques jours. Ils deviennent très proches. Jane voit en Alex son fils qu'elle a perdu de vue. Alex continue le long de la côte ouest vers le nord, puis il est pris en stop le 10 septembre 1990 à Cutbanks par un homme du nom de Wayne Westerberg. Alex accompagne Wayne à Carthage, où il travaille pour lui pendant plus d'1 mois dans un silo à grains. Wayne se souvient de lui comme d'un enfant incroyablement travailleur, qui n'acceptait même pas de salaire. En septembre, alors que Wayne est arrêté pour vente illégale de décodeurs, notre super vagabond se dirige vers des climats plus chauds. Le 28 octobre 1990, il achète un vieux canoë en aluminium dans la ville de Topok et décide de l'utiliser pour descendre en direction du Mexique. À la force de ses bras, après s'être ravitaillé à Yuma, Alex pagaie vers le sud à travers le golfe de Californie. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien. Des vents violents le frappent, le forçant à chercher un refuge dans une grotte sur une plage pendant 20 jours. Une fois la tempête dissipée, il retourne vers le nord, abandonne son canoë près d'El Golfo de Santa Clara et retourne à la frontière. Le 18 janvier 1991, Alex est arrêté par les autorités de l'immigration alors qu'il tente de traverser la frontière juste au sud de San Diego. Il passe une nuit en garde à vue avant de rentrer aux États-Unis. Faisons un léger bond dans le temps et rendons-nous en mai 1991. Alex arrive à Bullitt City. Il obtient un emploi de cuisinier dans un McDonald's, et bien que ses collègues le trouvent très étrange, ils disent de lui que c'est un travailleur formidable. Mais après plusieurs mois à vivre de façon normale, son irrépressible envie de vie de nomade le pousse une fois de plus à reprendre la route. Mais avant ça, début décembre, Chris contacte Jane et son petit ami Bob pour leur demander de lui rendre visite à Bullitt City. À partir de la mi-décembre, il vit avec le couple aux Slavs, une communauté itinérante près de la petite ville de Niland, et il aide Jane à organiser son stand de livres. C'est ici qu'Alex aurait eu une romance avec Tracy, mais ce dernier ne veut pas créer de lien fort. Il sait qu'il doit partir. Ce sont les limites de sa doctrine car malgré lui, les liens se créent. Lorsque Jane explique à Alex que son fils Reno est parti sans jamais donner de nouvelles de la même manière que lui, le mettant de facto face à la souffrance d'une mère, elle lui demande s'il pense un petit peu à la sienne. Mais ce dernier refuse d'entendre le message de son ami et décide de reprendre la route. Janvier 1992. Alors qu'il fait de l'autostop en ville pour se ravitailler, il est récupéré par Ronald Frantz, un vieil homme de 80 ans. Ronald et Alex deviennent très proches. Curieusement, la paire se soude instantanément, ce qui oblige Alex à retarder son voyage en Alaska. Frantz, n'ayant plus de famille, traite Alex comme son fils, allant jusqu'à lui proposer de l'adopter. Puis il tente de le convaincre de trouver du travail à San Diego, mais c'est un échec. Et c'est plutôt Alex qui convainc le vieil homme de quitter sa vie sédentaire. Nous sommes maintenant en avril 1992, et après avoir quitté Frantz, est passé à Carthage pour rendre visite à son ami Wayne et fait plusieurs jours de stop en compagnie d'un camionneur nommé Geller Stuckey, Alex arrive à Fairbanks. Il passe 3 jours à la bibliothèque de l'université de Fairbanks, étudiant les plantes comestibles et la faune de la région voisine. Il achète un fusil calibre 22 et envoie sa dernière carte postale à Wayne. Puis il commence à marcher vers le sud, le long de la route de l'Alaska en direction du mont McKinley. C'est ici qu'il est pris en stop par Jim Gallien. Jim l'emmène jusqu'à Hailey en Alaska, au bord de la piste Tampade, le 28 avril 1992. En parlant à John Krakauer, l'auteur d'Into the Wild, Gallien souligne que le sac à dos de McCandless était inhabituellement léger pour quelqu'un qui essaie de survivre dans l'arrière-pays.
Il tenta de lui offrir une paire de bottes en caoutchouc, mais Alex refusa. La piste Stampede est un sentier de randonnée étroit et rarement emprunté. Il ne peut être utilisé qu'en hiver et à la fin de l'été. Il traverse deux grandes rivières qui ne peuvent être traversées que lorsqu'il y a très peu d'eau ou une couche solide de glace, comme lorsque Alex arrive. À quelques kilomètres de là, il tombe sur un bus abandonné de Fairbanks City Transit, qui a été utilisé dans les années 50 comme abri pour une équipe de construction. Dans l'impossibilité de continuer le long de la piste Stampede, qui s'avère impraticable, Alex fait du bus sa base d'opération. De mai à juin, Alex s'adapte plutôt bien. Ses chasses sont fructueuses. Il est en train de vivre la vie dont il rêve. Autant dire qu'il est heureux. Entre grande nature, horizons sans usine et rumeurs de la vie animale, Alex, ce transcendentaliste, met en action les idées qui l'ont nourri depuis si longtemps. Dans l'impossibilité de continuer le long de la piste Stampede, qui s'avère impraticable, Alex fait du bus sa base d'opération. Le 9 juin, Alex abat un élan par balle et essaye frénétiquement de conserver la viande en la fumant. Mais après 3 jours, toute la viande est pleine d'asticots. Il écrira dans son journal « Je souhaite maintenant n'avoir jamais tiré sur cet élan. L'une des plus grandes tragédies de toute ma vie. » Après 2 mois en Alaska, Alex décide de retourner à la civilisation. Mais à sa grande surprise, il trouve la rivière Tekalnika gonflée par les eaux de la fonte des glaciers. Elle est infranchissable. Bien malgré lui, il retourne dans le bus, se disant qu'il pouvait attendre que les eaux violentes se calment pour rentrer chez lui. Le jeune homme ne savait pas qu'il existait un bac manuel en fonction sur la rivière, à quelques centaines de mètres de la piste Stampede, ainsi que 4 abris contenant vivres et couvertures dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Alex survit aux semaines suivantes en chassant l'écureuil, le tétras du Canada, les geais, les pics et les grenouilles, mais également en mangeant de nombreuses plantes et légumes sauvages. Bien que très amaigri, Alex ne se décourage pas. Le peu qu'il a lui suffit, et pour lui il rentrera bientôt. Mais son mode de vie fragile se brisa le 30 juillet 1992. Alors qu'il mange des pommes de terre sauvages depuis son arrivée dans la brousse de l'Alaska sans incident, fin juillet, ces dernières sont devenues amères et non comestibles. Alors Alex a commencé à manger leurs graines. Les graines, enrobées d'alcaloïdes, l'empoisonnent. Alex écrit dans son journal « Extrêmement faible, la faute aux graines de pommes de terre. Beaucoup de mal à me lever, crève de faim, grand danger. » Trop faible pour simplement se lever pour chasser, il attend dans le bus le ventre vide. Peut-être que quelqu'un passera. Le 12 août, Alex trouve la force de laisser une note collée sur la porte du bus. Le 6 septembre 1992, Ken Thompson, Gordon Samuel et Ferdy Sampson se rendent à l'autobus pour chasser l'élan. Ils y rencontrent un jeune couple qui, alerté par l'odeur et un message de détresse manuscrit, se tenait qu'à quelques mètres du bus, effrayé. Passant la tête par l'une des fenêtres cassées, Gordon Samuel aperçoit un sac de couchage, d'où dépasse la tête de Christopher McCandless, mort. Chris est décédé le 18 août 1992 en laissant une dernière note. « J'ai eu une vie heureuse et je remercie le Seigneur. Au revoir et que Dieu vous bénisse tous. » Un nombre important d'indices montrent qu'Alex avait comme projet de revenir de son périple sauvage, peut-être même de revenir près de sa famille. Il comprit malheureusement trop tard que le bonheur n'était réel que lorsqu'il était partagé. Chris rêvait de liberté, et il en a payé le prix ultime. Toute son aventure, pour ne pas dire toute sa vie, fut tournée dans ce seul but. Mais pouvait-il seulement l'atteindre? Que veut dire être libre? Sommes-nous vraiment libres lorsque ce que nous sommes est conditionné par nos expériences, notre éducation et les gens qui nous ont entourés tout au long de notre vie? N'est-ce pas pour fuir son père ou la société de consommation que Christopher souhaitait retourner à la vie sauvage? Aurait-il voulu la même chose s'il avait grandi dans une famille bienveillante? Notre liberté n'est qu'une illusion. Nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes qui nous déterminent. Spinoza. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je me suis dit qu'elle allait faire entre 10 et 15 minutes. Mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis aperçu que j'aurais du mal à dire tout ce que j'aimerais dire en moins d'1 heure. C'est qu'il y a tellement de choses à dire sur cette histoire, tellement d'éléments à analyser pour mieux la comprendre. J'aurais aimé revenir plus en détail sur l'enfance de Chris, ses relations avec les personnes qu'elle a croisées aussi. J'aurais aimé parler de l'héritage qu'il a laissé. Le bus 142 est devenu un lieu de pèlerinage, alors que, pour leur part, les habitants de l'Alaska ont un avis très sévère sur McCandless. J'ai dû zapper certaines choses, comme ce qui s'est passé à certains moments de son aventure et qui ne sont pas très importantes. Alors je me suis dit que j'allais faire une version longue de cette histoire. Peut-être pas à la prochaine vidéo, mais plus tard, pourquoi pas. Bref,
En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont regardé cette vidéo en entier. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un très bon confinement. Ciao.